Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le DD by Fed Legal. Je suis Yasmine Apchi et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Élise Maillot, directrice relations publiques et marketing chez Predictis. Bonjour Élise. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu ? Très bien. Ravie de t'accueillir dans nos locaux et dans ce podcast. C'est gentil, je suis ravie d'être ici également. Élise, tu étais avocate, tu es aujourd'hui directrice des relations publiques et marketing. Peux-tu nous expliquer d'où tu viens, région, études, te présenter ? D'accord, merci. Alors c'est une question en apparence simple, mais la réponse n'est pas si évidente puisque globalement je suis franco-malgache. Je suis née en Normandie et puis j'ai grandi dans plein d'endroits, mais pour simplifier, on peut dire que je suis angevine dans l'âme, parce que je pense qu'à l'échelle de ma vie, c'est là que j'ai passé le plus de temps à Angers. D'accord. J'ai fait mes études de droit à Angers au début, puis à Strasbourg, puis à Assas. Ah oui. Ensuite, j'ai fait un... bon, ça reste en France quand même. Ensuite, j'ai fait un master à HEC, puis j'ai passé le barreau et j'ai rejoint effectivement un cabinet en tant qu'avocate collaboratrice, donc qui était le cabinet d'Arrois. Il faut dire que devenir avocate n'a jamais été ma vocation première. Si mes souvenirs sont bons, je souhaitais plutôt être psychologue et je me suis inscrite en droit sur les conseils de mon père à l'époque. Il se trouve que j'ai adoré mes études et si j'avais initialement en tête de devenir magistrate, eh bien je suis finalement devenue avocate en droit à la concurrence. Alors non seulement par intérêt pour la matière, c'est vrai que j'aimais beaucoup le droit à la concurrence, mais également, et là j'ai pas de problème à le reconnaître, par ambition. Je trouvais que c'était chouette de devenir avocate en droit des affaires dans un très beau cabinet comme Darrois. Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, par un tour de passe-passe magique, comme tu l'as mentionné, on y reviendra probablement. Je suis donc directrice des relations publiques et du marketing chez Predictis, qui est vraiment la meilleure legal tech du monde. Ah là là, j'ai hâte d'en savoir plus sur Predictis du coup. Pourquoi tu as choisi de participer à ce podcast et quelle est pour toi la définition d'un entrepreneur ? Alors, pourquoi j'ai accepté de participer à ce podcast ? Alors déjà, il faut te dire que j'adore les podcasts. J'adore en écouter. J'en écoute vraiment, je pense comme plein de gens, mais j'en écoute vraiment beaucoup. C'est un peu une obsession. Quel type de podcast du coup ? Alors, il se trouve que j'ai été maman, je suis maman depuis peu, donc j'écoute beaucoup de podcasts autour de la maternité en ce moment. D'accord. Voilà, des enfants. Félicitations. Mais pas que. Ça, c'est un peu mon thème des derniers mois. Mais de façon générale, j'écoute vraiment des podcasts très, très variés. C'est difficile de te dire quel type de podcast, mais sur plein de sujets, sur mes différentes passions, sur des podcasts liés plutôt au monde professionnel. Enfin, vraiment des choses assez variées. Mais donc, j'adore en écouter. J'adore aussi en faire, puisque j'ai lancé un podcast dans le cadre de mes nouvelles fonctions. Peut-être qu'on en reparlera. Et depuis peu, je commence à être interviewée justement dans le cadre de podcasts. Donc, le monde des podcasts me plaît décidément beaucoup. Ok, non mais plus sérieusement, je trouve vraiment que le concept de ton podcast est super, puisque quand j'ai quitté la profession d'avocat, on y reviendra, j'étais vraiment avide de conseils, de tips, de personnes qui auraient déjà pu prendre ce type de décision. Et donc je suis vraiment très heureuse à mon tour de pouvoir bien parler de mon expérience. Peut-être que ça parlera à certaines. J'avais notamment à l'époque échangé avec Yann et ça m'avait beaucoup éclairé. Donc je suis contente modestement à mon tour de pouvoir éclairer d'autres personnes. Yann qui est Yann Debonte du coup pour nos auditeurs. Donc Yann Debonte qui est le directeur de Fed Legal. Voilà. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je suis de plus en plus sollicitée par des avocats, souvent des avocates d'ailleurs, il faut le dire, qui traversent ce que j'ai pu traverser à l'époque. Et je suis toujours ravie de pouvoir partager un peu ce que j'ai vécu. Ceci étant dit, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, il y a quand même un petit hiatus pour moi parce que je me considère pas comme étant une entrepreneuse à proprement parler. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, avant tout, crée quelque chose et généralement qui est à son compte. Moi, Élise, j'ai pas le sentiment d'avoir créé quelque chose. Alors j'ai été à mon compte à l'époque, effectivement, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Et alors j'étais clairement pas une entrepreneuse à l'époque en étant avocate collaboratrice. En tout cas, c'est pas le sentiment que j'avais.
Donc, je n'ai pas créé quelque chose et aujourd'hui, je ne suis plus à mon compte. En revanche, un entrepreneur, c'est quand même pour moi quelqu'un qui a le goût du risque. Exactement. Et de ce point de vue-là, je pense avoir le goût du risque. Bon, déjà, le fait d'avoir quitté la profession dans les conditions de l'époque, on en reparlera, c'était déjà assez audacieux, je pense. Et puis, aujourd'hui, dans ma vie personnelle, j'ai géré une situation assez compliquée avec l'incarcération de mon père dans son pays d'origine, et donc c'est moi qui gère toute l'affaire depuis la France. Il a été condamné à 20 ans de travaux forcés dans un pays qui viole les droits de l'homme quotidiennement, et je lutte donc moi-même contre la mafia de ce pays qui l'a incarcéré, et je peux vous dire que faire ça, c'est prendre des risques. Et en effet. Voilà. Bon, est-ce que je suis une entrepreneuse pour autant? Je ne sais pas, mais voilà. Et alors le dernier point, c'est un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui innove. Mmh. Et donc moi directement, je c'est pas moi qui innove en étant chez Predictis, mais être chez Predictis, c'est nécessairement participer à une dynamique d'innovation. Je pourrais peut-être t'en parler un peu plus si après tu souhaites en savoir plus sur mon quotidien chez Predictis, mais voilà. Donc bon, je sais pas si je suis une entrepreneur, mais partiellement en tout cas peut-être. Ok, parfait. Tu étais avocate et t'as fini du coup par quitter la profession. Bon, tu nous expliquais ça tout à l'heure, mais pour quelle raison? Alors pour quelle raison? C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié mes années chez Darrois. J'étais vraiment dans un contexte très stimulant. Le travail notamment était très stimulant. Je travaillais avec un associé, Igor Simic, qui me faisait totalement confiance. On avait une grande complicité qui me faisait donc aller au travail avec plaisir, même si bien entendu il y a quand même eu des phases au cours desquelles le stress, la fatigue pouvait prendre le dessus. Je te coupe, pardon, t'es resté combien de temps du coup en cabinet? Je suis restée 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ok, toujours chez Darrois. Oui, je suis restée 4 ans et demi chez Darrois, à peu près, je crois, ou presque 5 ans, je sais plus exactement. Mais donc voilà, j'étais vraiment bien, j'apprenais à vitesse grand V sur des dossiers passionnants, je rencontrais des gens très intéressants, enfin c'était vraiment super, et je garde notamment en tête les années au cours desquelles on a travaillé d'arrache-pied pour le sauvetage d'Areva, donc c'est vraiment des bons souvenirs. Mais j'ai fini par quitter la profession. Oui. Et c'est pour plusieurs raisons. Donc je pense que ce qu'il faut mentionner tout de suite, c'est évidemment un point mais assez classique, c'est que la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est quand même un réel sujet dans ce type de structure. J'en ai fait mon affaire un temps, d'autant plus qu'on s'engage en connaissance de cause dans ce genre de rythme-là. Moi, j'ai toujours réussi à continuer à vivre à côté de ma collaboration, mais c'est vrai que ça impliquait tout de même une organisation qui laissait peu de place aux imprévus, et ça impliquait également de dormir très peu, quand même, il faut le dire. Et puis, au fil des années, la stimulation intellectuelle apportée par cette activité professionnelle ne compensait plus les sacrifices consentis. J'ai notamment en mémoire l'annulation répétée de mes vacances. En particulier celle de Noël que je devais passer, je me souviens, une année dans ma famille à Madagascar. J'étais installée confortablement dans mon avion qui n'avait pas encore décollé. J'ai reçu un email du client qui impliquait que j'annule tout. Et donc j'ai atterri 11 heures plus tard à Madagascar. J'ai immédiatement pris un vol retour. Et ouais, c'est ce genre de choses qui arrivent, mais c'est difficile sur le coup. C'est difficile surtout quand on est jeune. Bon, il y avait cet aspect-là, et puis l'un des effets pernicieux, je trouve, c'est vraiment à mon sens uniquement, mais donc dans ce type de structure, c'est qu'en fait le rythme est tellement intense que pour bien le supporter, on est tenté de faire une part trop importante, d'accorder une part trop importante à la structure dans laquelle on évolue, et on y passe tellement de temps que moi, par exemple, il y avait un lapsus que je faisais souvent, je disais dans ma chambre à la place de dire au lieu de mon bureau, quoi. Et en fait, on surinvestit le lieu, on devient extrêmement proche des autres membres de l'équipe, et je trouve que les frontières normales entre vie privée, vie professionnelle ont tendance un peu à se brouiller. Donc ça se mélange et exactement. Oui, il y a plus de frontières entre. C'est ça, et je trouve qu'on surinvestit un peu. En tout cas, c'était mon cas, ce qui se passait au sein du cabinet. Donc, il faut vraiment une sacrée force pour continuer à vivre à peu près normalement en dehors, et avec un entourage bien sûr très compréhensif. Donc, avec le recul. Je te le disais tout à l'heure, j'ai quand même réussi à maintenir mes activités extra-professionnelles, à vivre à peu près normalement en dehors du cabinet. Donc j'en suis assez fière, mais j'ai quand même été amenée à faire certains choix à l'époque sur lesquels j'ai clairement manqué de lucidité et que j'ai regretté par la suite. Donc voilà. Bon, il y avait tout ce contexte un peu de surinvestissement, frontières vie perso, vie pro un peu compliqué. Il y avait aussi l'aspect manque de sens. Moi, je défendais pas la veuve et l'orphelin. Je faisais du droit à la concurrence. Enfin, il faut être honnête. J'adore les problématiques de droit à la concurrence, mais elles sont quand même assez éloignées de ce qui m'importe réellement.
Et puis à cette époque, et ça a probablement joué un grand rôle, j'ai rencontré l'homme avec lequel je partage ma vie actuellement, le père de mon fils. Et lui, il est absolument pas du milieu juridique. Et je pense que malgré lui, il m'a vraiment aidé à prendre un recul supplémentaire par rapport à mes choix, mes priorités. Et il est donc assez, c'est devenu assez naturel en fait dans ma tête. À un moment donné, je me suis dit, ok, il faut que je parte. Et donc j'ai démissionné en 2018. Voilà. D'accord, ok. Et t'as démissionné comme ça, sans projet, sans rien du tout. Alors c'était aujourd'hui, je dis ça en souriant, mais sur le coup, c'était pas très drôle. Le lendemain de ma démission, j'ai vraiment le souvenir d'un vide intersidéral hyper angoissant. J'avais passé plusieurs années à charbonner, à optimiser chaque minute, à me décupler, à être sur tous les fronts. Et soudain, j'avais le temps, j'avais vraiment ce temps là, loin du cabinet, qui avait pourtant été au cœur de mes préoccupations, vraiment l'objet principal de mes pensées pendant plusieurs années. Et en fait, ce temps m'angoissait parce que je ne savais pas dans quelle direction j'allais. Ouais. Depuis toujours, j'avais vraiment toujours un pas. J'avais un temps d'avance. Chaque pas était pensé, réfléchi dans le cadre d'une trajectoire globale pour mes études, le travail, etc. Et puis le travail était au cœur de mes préoccupations. Et là, j'étais un peu arrivée au bout de cette première trajectoire de vie, voilà. Et j'avais pas défini la suivante. Parce que j'ai pas trouvé de travail en démissionnant. Et on le sait, on est profession libérale. Souvent, quand on est avocat, donc on n'a pas le chômage, on n'a rien. Et il faut dire aussi que mon départ du cabinet, c'est pas fait en douceur. J'ai subi des propos extrêmement violents de la part de certains confrères. Sur mon départ, et puis tu comprenais pas du coup oui, je pense que ta décision, c'est ça le fait exactement, c'est pas forcément bien vu de partir d'une structure aussi élitiste. Donc j'avais puis c'était très rapide en fait comme départ, donc j'étais assez chamboulée, donc je me suis fixé une date jusqu'à laquelle je me donnais le droit de faire un peu ce qui me plaisait de faire. D'accord. Donc là j'ai passé du temps incroyable dans mes associations, j'ai dormi, j'ai vu mes amis, j'ai passé des week-ends sans crainte de me les faire annuler le vendredi soir. T'as voyagé, j'espère. J'ai voyagé, je suis allée à Madagascar à ce moment-là notamment, et j'ai initié un coaching de reconversion professionnelle avec Marina, qui est une femme exceptionnelle, Marina Bourgeois, d'Oser rêver sa carrière. Qu'on connaît très bien. Voilà. Et j'ai décidé à ce moment-là avec mon conjoint de partir faire un tour du monde 6 mois après. Comme ça faisait des beaux projets. Donc j'étais vraiment dans une phase plutôt florissante. J'avais cette belle perspective avec l'homme que j'aimais de partir faire un voyage après être restée assise au 69 avenue Victor Hugo pendant des années. C'était vraiment chouette. Du coup, oui, effectivement, changement vraiment radical. Exactement. Parce que tu passes de 4 ans et demi, 5 ans dans un cabinet où le rythme était assez dense. Exactement. Où t'avais pas de vie, on va dire, en parallèle, à une vie plus épanouie, où tu voyages, tu vois tes amis. C'est ça, mais c'est vrai quand même qu'à ce moment-là, j'avais pas encore trouvé ce que j'allais faire après, donc il y avait quand même de l'angoisse. Les premiers jours, c'était assez angoissant. Et en fait, 3 mois après ma démission, j'avais entrepris quand même plusieurs démarches quelques semaines auparavant, et j'ai trouvé donc un travail chez Predictis. Quand j'ai trouvé ce travail, j'ai tout de suite prévenu donc mon employeur que je m'apprêtais à partir en voyage et que je m'engageais à revenir dans l'entreprise à mon retour s'il était satisfait de moi. Et c'était donc le début de l'aventure Predictis. Ok, donc t'as trouvé Predictis avant de partir, avant de voyager. En fait, j'ai démissionné, j'ai passé quelques mois, donc à peu près 3 mois, à faire ce qui me plaisait de faire. D'accord. Et puis j'ai commencé chez Predictis, je suis restée 6 mois chez eux. Puis je suis partie faire mon tour du monde, tel que prévu. Et quand je suis rentrée, j'ai repris chez Predictis. Ah, super. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Predictis? Qu'est-ce que c'est, du coup? Bien sûr. Alors, en fait, c'est vrai que comment j'ai trouvé Predictis, moi je voulais rester connectée au monde du droit tout en développant de nouvelles compétences. Je voulais plus être une technicienne, je voulais plus être une experte d'un sujet spécifique juridique, et donc j'ai pensé au legal tech parce qu'elles sont souvent à la recherche de profils de personnes qui disposent d'un background juridique. Donc j'avais entendu parler d'eux, je leur ai envoyé une candidature spontanée, puis j'ai commencé là-bas comme responsable des partenariats, je suis devenue responsable des relations publiques, et puis donc aujourd'hui je suis au poste que j'occupe actuellement. Et Predictis, en fait, c'est très simple. Predictis, c'est une legal tech. C'est une start-up de la legal tech. D'accord. Voilà, donc je sais pas si tu connaissais déjà Predictis avant qu'on se parle. Non, je connaissais pas. Ok. Predictis, donc c'est une start-up de la legal tech qui propose aux professionnels du droit un moteur de recherche et d'analyse de la jurisprudence. Ok. Voilà, moi chez Predictis, je suis dans l'équipe marketing. Donc marketing au sens large, dans une start-up donc de la legal tech, c'est générer des leads les plus qualifiés possibles pour l'équipe sales. D'accord. Et faire rayonner l'image de marque de Predictis.
Donc, à ce titre-là, j'anime plein de missions diverses et variées avec une équipe qui est vraiment fabuleuse. On organise des événements présentiels, en virtuel. Je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe des partenariats avec l'écosystème juridique, des relations presse, du podcast Predictis, des interviews, du contenu sur le blog, etc. Donc, c'est vraiment... Plus du tout de juridique. Plus du tout de juridique, ou quand même du juridique, mais pas sous le prisme effectivement ancien. Et j'avais vraiment à cœur, notamment donc chez Predictis, de développer ce podcast dont je te parlais tout à l'heure, donc qui s'appelle Appelez-moi Maître, pour ceux qui voudront l'entendre. D'accord. Et ça parle de quoi exactement? Alors Appelez-moi Maître, c'est un podcast qui me permet de partir à la rencontre d'avocats associés de leur structure, donc vraiment diverses structures, différentes tailles, différents types de cabinets, différentes spécialités, etc. Et je les interviews sur différents sujets, donc jamais juridiques à proprement parler, mais plutôt des sujets qui ont trait à leur vision de la profession, de leur carrière, des problématiques relatives à la place des femmes, par exemple dans l'avocature, ou la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, qui est un sujet assez classique, mais qui demeure intéressant. Et donc voilà, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. D'accord, ok. Quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver à ton poste actuel? Alors, il y en a eu quand même, parce que quand j'étais chez Darrois, donc quand j'étais avocate, on avait souvent ce questionnement avec ma co-bureau de l'époque sur mais qu'est-ce qu'on va faire après? C'était un peu la question à des millions. On n'arrivait jamais à y répondre. On envisageait moult hypothèses, mais ça ne convenait jamais. Et puis, et c'est vrai qu'enfin, c'est très simple. La difficulté qu'on percevait, c'est qu'on était surspécialisés. Donc en droit de la concurrence européen, puis on faisait pas non plus tous les types de dossiers en droit de la concurrence européen, donc on était quand même très spécialisés. Et ça nous semblait rendre difficile une reconversion. Ouais. L'idée d'être juriste concurrence en entreprise, personnellement, m'excitait absolument pas. Donc j'étais vraiment dans le flou absolu sur savoir comment valoriser mes compétences en dehors du métier d'avocat en droit de la concurrence. J'avais pourtant la chance d'avoir un CV qui était pas trop mauvais, mais cette incertitude qui était vraiment récurrente, c'était complètement paralysant, et ça m'empêchait de prendre une décision. Donc en fait, les choses, elles se sont faites d'elles-mêmes assez naturellement, avec cette redéfinition de mes priorités et un ensemble de circonstances concomitantes, comme on l'a évoqué juste avant. Et puis comme j'avais quand même bien gagné ma vie au cours de ma collaboration, il est vrai que ça me permettait aussi de partir sans avoir le couteau sous la gorge. Oui. Voilà. Mais la transition, c'est quand même pas faite sans doute ni sans crainte. J'avais vraiment l'impression de lâcher la proie pour l'ombre, sans parler du regard de certains confrères, comme je t'ai dit juste avant. Et en fait, les craintes, elles se sont dissipées au fil des mois. Quand j'ai commencé chez Predictis, je me sentais tellement plus épanouie. J'en venais même à plaindre certaines personnes qui étaient restées en cabinet, qui probablement étaient très heureuses en cabinet. Mais moi, j'avais le sentiment que forcément, elles s'interrogeaient pas bien sur les alternatives envisageables, etc. Donc, vraiment, très rapidement, je me suis sentie très bien. Et puis, une difficulté, je pense qu'il faut mentionner, qui est assez importante, c'est que en rejoignant une start-up, il est assez évident que je n'ai pas été guidée par l'appât du gain. Il y a d'autres transitions qui s'effectuent probablement avec un décrochage de rémunération moins important. Ceci étant dit, mon salaire actuel me permet quand même de faire face à mes besoins, ça me permet de profiter pleinement de la vie quand même. Oui. C'est juste que je m'achète peut-être moins de choses, je vais peut-être moins au restaurant, et encore que. Et puis c'est aussi parce que ça correspond davantage à ce que je souhaite pour ma vie. J'ai plus de qualité, moins de quantité, et je suis pas non plus issue d'une famille très aisée, de sorte que j'ai jamais été habituée à dépenser beaucoup. Mais voilà, je mentionne quand même le fait que sur le plan financier, il y a un gap, quoi. C'est clair. D'accord, ok. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait une candidature spontanée du coup chez Predictis, mais tu avais fait une candidature spontanée où tu visais du coup un poste de juriste, ou tu visais vraiment un poste autre? Ouais, je visais un poste autre. J'ai été d'ailleurs assez claire, je crois, dans ma lettre de motivation de l'époque. Faudrait que je la retrouve, mais je me suis fait leur avoir dit en quelques mots que j'étais avocate, mais que je voulais plus exercer, que je souhaitais rester liée au monde du droit parce que c'est un monde qui me passionne, dans lequel j'avais quand même un début de réseau, mais que je ne voulais plus faire de droit. D'accord. Et d'ailleurs, dans la start-up, il y a plein de juristes, mais qui n'exercent plus un métier de juriste. Oui. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce type de start-up, c'est qu'on a des outils informatiques et l'intelligence artificielle qui viennent sur certaines tâches chronophages, fastidieuses, remplacer le professionnel du droit. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des juristes qui vont annoter des décisions. Voilà, c'est pas l'objectif. Donc en fait, ils ne cherchaient pas de personnes pour faire du droit, mais en revanche, ils étaient intéressés par des profils, une juriste. Ouais, tout à fait. Okay. Parce que le fondateur ou les fondateurs sont... Il y en a deux qui sont avocats, ils sont trois. Il y en a un qui était ingénieur et les deux autres effectivement ont créé Predictis quand ils étaient à l'EFB, quand ils étaient à l'école d'avocat. Donc ils n'ont jamais exercé. D'accord. Mais ce sont effectivement des juristes. Il faut être juriste, je pense, à certains postes dans cette entreprise pour être performant. Mais il a été clair dès le début que je voulais pas faire de droit.
Bon. Donc ils m'ont proposé une mission qui avait rien à voir avec faire du droit. Responsable partenariat. Au tout début, ouais. Au tout début, ouais. Ok. Et c'est quoi du coup ta journée type aujourd'hui? Alors ma journée type, bon déjà je dis tout de suite que j'adore mon quotidien professionnel chez Predictis. Non mais vraiment j'adore. Alors c'est très agréable. C'est vrai que c'est moins, ça peut sembler moins ambitieux qu'être avocate en droit de la concurrence dans un gros cabinet ou dans un cabinet comme Darrois, mais je suis beaucoup plus épanouie dans mon travail effectivement et de façon générale dans ma vie. Ça c'est le plus important. C'est certain. C'est certain. Pardon. C'est sûr. Et travailler en fait dans une legal tech, ça me permet vraiment d'investir des domaines qui m'étaient jusqu'à présent parfaitement étrangers, tout en restant donc connecté à ce monde du droit. Et alors pour te donner globalement ma journée type, je commence à peu près à 9h. Bon, ça dépend, hein, parfois avant, parfois après, mais globalement c'est 9h. D'accord. Je m'occupe des publications sur nos réseaux sociaux. Ok. J'ai des temps d'échange avec les différentes personnes de l'équipe marketing pour faire le point sur l'avancement des projets. Voilà. Je réponds à quelques interviews, je fais une petite revue de presse sur les sujets sur lesquels on mène des actions de lobbying, notamment l'open data jurisprudentiel. Je vais échanger par exemple avec l'équipe design pour améliorer nos landing pages, leur demander des visuels divers et variés. Voilà. Je te vois dire c'est génial. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Voilà, je prépare les questions que je vais poser à un avocat dans le cadre du podcast. J'interagis avec un bâtonnier de tel barreau pour un partenariat éventuel. Voilà, c'est assez difficile de décrire en fait une journée type parce que les journées se ressemblent vraiment pas. Les missions sont tellement variées que voilà, c'est assez complexe. Et ce que je peux quand même te mentionner, c'est que donc Predictis, ça a été créé en 2016, donc on n'est plus vraiment une start-up en réalité, mais on a quand même gardé ce fonctionnement des start-up avec les réunions d'équipes de type stand-up, finish-up, etc., qui sont assez propres au milieu des start-up. Donc ce que j'essaie moi en tout cas dans mon quotidien, dans mes journées type, de garder en tête, c'est vraiment cette dynamique d'innovation qui caractérise le projet Predictis depuis ses débuts et l'expérimentation permanente de nouvelles idées, vraiment pour répondre aux besoins donc des professions juridiques. L'idée vraiment de sortir de sa zone de confort et ça rejoint donc partiellement un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'est un entrepreneur. Exactement. Voilà pour ma journée type. Même si elle ne s'arrête pas là, parce que comme je te l'ai dit, je suis maman et j'ai plein d'autres choses à gérer quand je sors du travail. J'imagine. Ok, super. Predictis, c'est combien de personnes? Predictis, on est un peu moins de 40 aujourd'hui. Un peu moins de 40. Ouais, c'est une équipe assez jeune, majoritairement effectivement des juristes, enfin des anciens juristes, mais pas que. Il y a évidemment beaucoup de personnes dans l'équipe tech. Mais voilà. Et toi, aujourd'hui, en tant que responsable, t'as différentes équipes, Alors moi, comme je suis directrice marketing et relations publiques, ça correspond à une équipe qui est l'équipe vraiment marketing au sens large, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc dans cette équipe, il y a plusieurs personnes. Donc évidemment, ça dépend des temps d'activité, mais généralement, on a une responsable contenu, une responsable acquisition, une responsable, enfin je dis une, mais ça peut être une ou un responsable partenariat, et puis 2 stagiaires. De stagiaires, ok. Enfin, c'est ça, l'architecture, la structure de l'équipe marketing / relations publiques. Donc moi, ça me permet d'un côté d'avoir des fonctions de management. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en rejoignant Predictis. Et de l'autre, d'avoir des missions propres, comme le podcast, comme les relations presse, etc. Ok, voilà. C'est génial. Que ferais-tu différemment? Si tout était à refaire. Alors, qu'est-ce que je ferais différemment? Peut-être pas de droit, même si j'ai beaucoup aimé. Non, je pense vraiment que si tout était à refaire et que j'avais l'éclairage que j'ai aujourd'hui, je ferais psycho, comme je le voulais initialement. Je pense. Ou alors, je ferais quand même du droit, mais je partirais peut-être plutôt de la profession d'avocat. Et je serais peut-être moins anxieuse, moins soucieuse aussi du regard des autres au moment de faire mes choix. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est une question qui est intéressante parce que ça nous permet d'apprécier la façon dont on a progressé, cheminé. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas refaire le passé. Donc, c'est comme ça. Et que fais-tu aujourd'hui pour progresser, pour continuer à progresser? Alors, c'est vrai que chez Predictis, on me donne cette grande chance de pouvoir faire différentes formations. Et donc ça, c'est chouette parce que voilà, je me forme à différents outils, par exemple, que je n'avais pas du tout l'habitude d'utiliser auparavant, ne serait-ce que Google Ads, chose toute simple, mais je connais pas du tout Google Ads. C'est des outils qu'on utilise pour suivre un certain nombre de choses quand on fait du marketing. Et en fait, je suis hyper contente de pouvoir avoir ces formations-là pour progresser. L'autre aspect sur lequel j'essaie de progresser, c'est le management, parce que en cabinet d'avocat, quand même, il faut se le dire, les gens sont pas les rois du management, quoi, ou c'est très rare. Moi, je trouve, en tout cas, les choses doivent changer, mais le management en cabinet d'avocat, c'est quand même pas génial. Oui. Et en fait, on s'en plaint souvent quand on est collaborateur, mais je suis pas sûre qu'on fasse mieux avec les juniors, les stagiaires avec lesquels on travaille en cabinet. Et
à l'époque, enfin avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que j'ai fait peser une partie de mon stress sur les stagiaires et les juniors en cabinet, et que donc j'étais nulle en management en cabinet. Enfin, il faut le dire. Même si j'essayais bien entendu de les préserver, de pas leur faire subir ce que moi-même je subissais en termes d'horaire, etc. Mais je crois pas que le management était mon fort. Depuis que je suis chez Predictis, j'ai appris à manager et je continue d'apprendre et j'essaye, parce que je fais encore des erreurs probablement, mais j'ai vraiment à cœur, je crois, d'être dans l'écoute, la compréhension, le dialogue, et de laisser la possibilité aux personnes de mon équipe de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment important pour moi qu'ils aient ce sentiment que, bien entendu, j'attends certaines choses de leur part, mais ils ont le droit de faire des erreurs. Et je leur dis quand ça va. Mais bien sûr, et je leur dis quand ça va, et je leur dis aussi quand ça va pas. Ce qui coule pas de source, parce que j'aime pas forcément l'idée qu'ils puissent me critiquer, mais ça fait partie des relations saines manager-manager. Voilà, on critique le manager, et puis aussi on l'apprécie à d'autres moments, et on avance ensemble. Et donc voilà. Donc j'essaie de progresser aussi sur l'aspect management. D'accord. En effet, les sujets liés au management, c'est des sujets quand même qui sont assez en fait, c'est autour de l'humain, donc on sait jamais en fait si c'est bien, si c'est pas bien ce qu'on fait. Sûr. Mais en effet, si déjà il y a l'écoute, il y a la compréhension, il y a l'accompagnement, la formation, c'est déjà un gros pas, je pense. C'est clair. Non, mais c'est clair. Après, après d'une personne à une autre, en effet, c'est pas, on voit pas les choses de la même manière. Voilà. Non, c'est certain. Voilà. C'est ça qui fait que c'est des sujets assez compliqués, enfin assez sensibles, mais en même temps très intéressants. Exactement. Y a-t-il une personne qui t'a aidé dans ton parcours, ou plusieurs personnes peut-être, que tu aimerais remercier ici dans ce podcast? Évidemment Marina, oui. Elle m'a mis le pied à l'étrier à bien des égards. Ensuite Louis Laréchaïne, qui est l'un des fondateurs de Predictis et qui m'a fait confiance, alors que l'entreprise était quand même beaucoup plus jeune, qui savait pas trop ce que j'allais faire avec lui, et voilà. Donc au final, je réalise à quel point il m'a fait confiance à l'époque, et je le remercie. Et puis de façon générale, quand même, j'ai eu la chance de bénéficier du soutien de mes amis, de ma famille, de mon conjoint, qui était quand même en première ligne sur tous mes doutes. Il est vrai que certaines personnes de mon entourage, et d'ailleurs c'est un message, je pense, qui est important pour les personnes qui sont en pleine transition, certaines personnes de mon entourage étaient à la fois en full soutien, mais n'hésitaient pas à faire part de leurs craintes et de leurs doutes. Oui. C'était le cas de ma maman, évidemment, qui, en bonne maman qu'elle est, me disait qu'il était quand même dommage d'avoir fait tout ça pour en arriver là, et voilà. Et puis il fallait quand même que j'ai bien conscience que j'allais pas bien gagner ma vie de sitôt. Donc évidemment, c'est des craintes qui sont légitimes pour une mère, mais c'est vrai que sur le coup, je m'en serais peut-être passée, parce que ça ne pousse pas à l'action. Voilà. Mais non, de façon générale, je remercie évidemment tous ceux qui m'ont poussée à ce moment-là et qui m'ont encouragée, parce que c'est quand même pas évident. Je pense, ouais, effectivement. De changer de carrière comme ça, de tout lâcher du jour au lendemain, en plus sans projet, parce que bien finalement, sûr, et puis sans background financier, familial ou voilà. Donc c'est vrai. Donc c'est beau en tout cas ce que t'as accompli, parce qu'aujourd'hui on sent que t'es très très heureuse. Moi je te vois en face de moi, les gens te voient pas, mais je pense que les gens entendent bien ton sourire. Mais c'est génial en fait d'être dans une structure dans laquelle on a un espace pour la créativité, on a le droit à l'erreur, et on progresse, parce qu'en fait c'est que des choses que j'avais pas en cabinet d'avocat, ça. Donc voilà. Ouais. Et je t'ai pas demandé, mais ça fait combien de temps que t'es chez Predictis? Eh bien ça fait depuis début 2019. 19, ouais, c'est ça, sachant que je suis partie quand même faire mon tour du monde, donc il y a eu cette interruption, mais donc depuis 2019, ouais. Et le tour du monde, il a duré combien de temps? Il a duré 7 mois. 7 mois, c'est génial. Ouais, c'était super. T'as fait un continent en particulier? Non, on a fait plusieurs continents. On avait un concept de voyage qui était 1 mois, un pays, un défi. Donc globalement, on a passé 1 mois par pays, à la fois en Asie, en Amérique du Sud, enfin sur différents continents. Je vais pas te faire la liste de tous les pays qu'on a fait, mais voilà, à chaque fois il y avait des défis, qu'ils soient sportifs, spirituels ou autres. Donc c'était génial. Un pays en particulier qui t'a marqué? Peut-être la Nouvelle-Zélande. J'avais pas d'attente particulière. Enfin, tout le monde me disait c'est incroyable comme pays, et j'ai été vraiment abasourdie par la beauté de ce pays. Ah, vraiment, c'est hallucinant. Et les possibilités d'activités outdoor, on adore ça avec mon conjoint, sont infinies. Donc c'est génial. Ok, bon, je note ça sur ma liste. Quel est le film ou le livre ou l'œuvre qui t'a le plus marqué et qui a notamment, on va dire, pu te faire évoluer professionnellement? C'est hyper dur de donner un livre ou un film ou une œuvre, mais ça va être plusieurs, hein. Ouais. En fait, il y en aurait des dizaines, mais
Si je dois te citer un livre, ce qui me vient à l'esprit, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazzalé. Je sais pas si tu l'as lu, mais c'est vraiment un livre super. Comment te dire les choses sans être trop extrême dans mes propos. C'est un livre, je trouve, assez fondateur du féminisme moderne. Dit comme ça a l'air un peu nébuleux, mais non, mais c'est un livre qui donne des pistes d'analyse, de compréhension, mais vraiment super sur la situation dans laquelle on se trouve du point de vue de la place de l'homme dans la société, de la place de la femme. C'est génial, le mythe de la virilité. C'est vraiment super. Ça aide vraiment à comprendre ces siècles de virilisme dont on est tous les héritiers. Et ça donne des clés pour la suite. Franchement, j'ai adoré ce livre. D'accord. C'est super. Bah écoute, je le note. Ouais. Et je l'achèterai aujourd'hui. Super. Je te dirai. On en reparlera. Avec plaisir. Ensuite, un film. J'ai vu un film l'année dernière, non, là, il y a 2 ans, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Rashomon. D'accord. Alors, je vais te le décrire, ça donne peut-être pas très envie. C'est un film japonais des années 50, donc c'est pas forcément le genre de film que j'aime en temps normal. Mais c'est un film qui a donné son nom à un concept que je trouve très intéressant, qui est donc l'effet Rashomon, en fait. Oui. Et cet effet, c'est le fait qu'une même réalité en fait puisse être appréhendée de façon complètement différente, voire même contradictoire par les différents protagonistes. D'accord. Et donc dans ce film, c'est un meurtre qui est analysé de façon, enfin même pas qu'analysé, qui est même perçu, vécu de façon complètement contradictoire par les 4 témoins. Okay. Et donc en tant que spectateur du film, on a du mal à se faire une idée de ce qui s'est réellement passé. Et en fait, la vie c'est toujours comme ça. C'est vrai. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Et chacun, en gros, a sa vision du meurtre. Chacun raconte le meurtre. Mais comment il a perçu le meurtre. Ouais. Ok. Ah bah écoute, je note aussi. C'est assez ardu quand même comme film, mais c'est quand même assez intéressant. Et puis bon, en plus c'est un meurtre, donc moi j'aime bien tout ce qui est voilà. Mais surtout ça a donné le nom à cet effet-là, qui est un effet assez classique après à analyser et qui est chouette. Je trouve ça intéressant. Donc voilà pour le film. Rashomon. Ok. Et puis une œuvre. Je réfléchis un peu dans ce que j'ai vu récemment et j'ai vu un truc super, mais vraiment que j'ai trouvé magnifique. C'est la commande d'Ivan Morozov à Maurice Denis. D'accord. Pour le décor du salon de musique de son palais moscovite. Et c'est magnifique. Ah mais vraiment, c'est incroyable. Il faut voir ça. Écoute, je vais regarder ça. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai noté les 3. Voilà. Merci Élise. Si tu n'étais pas devenue directrice relations publiques marketing, quel autre projet t'aurait plu? Alors, pour te répondre, il faut que je te dise peut-être un tout petit mot d'un pan de ma vie qui m'apporte énormément de bonheur. Ce sont mes activités bénévoles. Alors moi, j'ai pas commencé le bénévolat très jeune parce que j'ai grandi avec ma mère qui vivait dans des conditions assez précaires et c'est vrai que du coup le bénévolat était pas forcément au cœur de notre quotidien et de nos priorités. Mais les années passant, j'avais probablement besoin de donner un peu de sens et de trouver un peu de sens, un sens à mon temps libre, et donc c'est ainsi naturellement que je me suis tournée vers ce monde du bénévolat. Et en fait, depuis toujours, je suis assez sensible à la question carcérale. Alors c'est du coup une sorte de malheureuse coïncidence que mon père se trouve aujourd'hui incarcéré à Madagascar dans le cadre d'un procès politique, mais à l'époque déjà, j'étais vraiment sensible à la question carcérale, et j'ai donc rejoint plusieurs associations il y a plusieurs années qui tournent autour de cette question carcérale. Et si je devais te parler d'une association, c'est celle qui consiste donc à aller rendre visite à des détenus chaque semaine. Donc en fait tous les samedis, moi je suis affectée à la maison d'arrêt de Nanterre, et donc je vais à Nanterre et je rends visite à des détenus quotidiennement pour passer du temps avec eux. Donc c'est généralement des détenus assez isolés. Il y a d'autres associations mais que je te mentionne pas ici parce que vraiment celle que je préfère, enfin en tout cas l'activité bénévole que je préfère, c'est vraiment celle-là. Et donc tu fais ça toutes les semaines? Ouais, alors sauf quand évidemment je suis en vacances, mais du coup j'essaie de compenser, d'y aller à un autre moment, ou alors je préviens mes détenus que exceptionnellement la semaine d'après je serai pas là et que je viendrai 15 jours après. C'est sûr que c'est assez chronophage, mais ça me fait éprouver un fort sentiment d'utilité. Alors oui, il y a toujours cette question, on me le dit souvent, mais est-ce que le pur altruisme existe vraiment? Et alors ces activités, elles m'apportent pas financièrement, elles me prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'il faut quand même aller à Nanterre. Bon, encore qu'il y a des prisons plus loin, mais aussi, pardon. Moralement aussi, c'est assez pesant, non? Moi, je vis pas ça de façon pesante. Je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement riche en termes d'humanité.
Mais c'est sûr que oui, c'est un bénévolat qui est assez lourd, c'est certain. Et j'y trouve mon intérêt. C'est sûr que ce serait faux de dire l'inverse. Probablement que de façon indirecte, ça me valorise en tant qu'être humain, je sais pas. Mais vraiment, j'adore. Et donc, c'est vrai que si je pouvais gagner ma vie, idéalement, de cette activité bénévole, alors là, ce serait vraiment la panacée. Donc, pour répondre à ta question, si j'étais pas directrice relations publiques et marketing chez Predictis, et peut-être que dans mes rêves les plus fous, je serais directrice de prison. Ou peut-être psychologue en prison. Je sais pas. D'accord, ok. Ok. Oui, tu t'attendais pas à ce que je te dise. Je m'attendais pas à ça. Et tu fais ça du coup depuis combien de temps? Alors je sais plus exactement, mais je faisais déjà ça quand j'étais chez Darrois, donc ça fait peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça. Et l'idée c'est d'échanger, discuter avec ces détenus. Absolument. En fait, les détenus, quand ils arrivent à la prison, ils ont connaissance du fait qu'ils peuvent demander un visiteur ou une visiteuse de prison. Donc souvent, ils oublient parce qu'ils ont d'autres choses à gérer quand ils arrivent en détention. Mais au bout d'un moment, certains détenus isolés ont besoin de parler à quelqu'un. C'est souvent des détenus qui n'ont pas de visite, par exemple. Et donc, l'administration pénitentiaire choisit les détenus et les attribue à un visiteur qui a un agrément pour la prison en question. Okay. Et donc, moi, je reçois donc régulièrement des fiches, donc j'ai uniquement le nom et le prénom du détenu, je ne sais absolument pas ce qu'il a fait, je n'ai pas accès à son dossier, donc en fait c'est assez étrange parce que je n'y vais pas du tout dans une démarche d'avocate, enfin vraiment absolument pas, je ne connais rien à part leur numéro d'écrou, leur nom et leur prénom, et l'idée c'est de passer du temps avec eux pour tout simplement leur donner un peu d'ouverture sur le monde, leur permettre en fait de n'être pas résumés qu'à leur peine, parce que ce sont avant tout des humains et que je suis convaincue que même si on a fait quelque chose dans sa vie de mal, ou du moins qui est appréhendé comme étant quelque chose de mal par la société actuelle, eh bien on n'est pas résumable qu'à cette seule chose-là. Donc il s'agit tout simplement de leur accorder un temps d'écoute. Parfois je donne des cours de français quand certains parlent mal la langue et qu'ils aimeraient progresser. Il y a un détenu qui m'a appris à tirer les cartes du tarot. Enfin voilà, en fait c'est très varié, c'est trop bien. Moi j'adore. D'accord, ok, c'est chouette. Quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste ou avocat qui rêve d'occuper un poste d'entrepreneur ou entrepreneuse du droit? C'est dur de donner des conseils. Franchement, je me sens pas hyper légitime pour donner des conseils. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un est vraiment légitime pour donner des conseils comme ça, mais par rapport à ce que toi t'as vécu, qu'est-ce que tu pourrais... Non, mais je me souviens quand même du fait que j'étais très anxieuse pendant mes années cabinet, lors de mon départ du cabinet. Je m'infligeais une réelle pression sur l'après, j'avais peur de prendre des mauvaises décisions, et c'est vrai que je pense que les premiers choix qu'on effectue après avoir pris une telle décision, au final, sont pas nécessairement déterminants. Mais ça, je le savais pas à l'époque, et donc j'aimerais leur dire, on en revient toujours à la même chose, mais qu'ils ont droit à l'erreur, en fait. Ils ont droit à l'erreur, personne n'est infaillible, ils doivent pas être trop durs, intransigeants avec eux-mêmes. Je pense qu'il faut vraiment savoir faire preuve de bienveillance avec soi-même avant tout, et que peut-être que le premier job qu'ils vont trouver sera pas le bon, mais que peu importe, la transition sera amorcée. Donc voilà, après il y a plein de choses que j'aimerais leur dire, mais peut-être qu'ils se fassent accompagner dans leurs réflexions, notamment s'il y a une transition. Pour ceux qui savent dès le début qu'ils veulent être entrepreneurs, je pense que les choses sont peut-être plus simples, mais quand on vient pas du tout de ce milieu-là et qu'on se lance dans ce milieu-là, c'est pas forcément simple. Donc se faire accompagner, comme je l'ai fait avec Marina, ça peut être super, et qu'il n'ait pas peur du gap financier, franchement. Ça peut être nécessaire de passer par là, du moins dans un premier temps. Donc, oui, parce qu'effectivement, c'est une question qui revient souvent. On le voit chez les jeunes avocats qui souhaitent basculer, par exemple, côté entreprise. Bien sûr. En tant que juriste. Le gap est quand même énorme, parce qu'on passe de rétrocession assez élevé, notamment les gens qui viennent de gros cabinets, des Américains. C'est les prisons dorées, hein. Exactement. Donc le passage dans l'entreprise parfois est assez compliqué pour certains, pour des sujets de rémunération, parce que justement ils ont une qualité de vie, ils ont un équilibre aujourd'hui qu'ils veulent garder, mais en même temps retrouver un équilibre, on va dire horaire, un équilibre de vie privée et vie professionnelle en entreprise, tout en gardant la même rémunération. Donc c'est assez compliqué. Parfois c'est assez frustrant pour oui, bien eux. sûr. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut se dire que ça peut être aussi qu'un temps. Après, il y a plein d'autres possibilités d'évolution. Une autre conversion est toujours possible. On peut toujours revenir dans la profession. Hein. Moi, je me dis souvent, sait-on jamais. J'ai quand même du mal à penser que je reviendrai dans la profession, mais sait-on jamais. Je pense aussi. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que il faut pas avoir peur de ce gap financier. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est vraiment d'ouvrir ses chakras à 100%, parce qu'en fait, quand on est un peu dans le flou comme ça,
quand on est en pleine transition, eh bien les opportunités elles peuvent venir de partout, de rencontres fortuites, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Enfin bon voilà, ça peut être, donc il faut être assez perméable dans ce genre de moment, tout en étant assez sûr de soi quand même. C'est ça qui est peut-être pas de ne évident. pas avoir peur en fait de regretter ou d'échouer, même s'il n'y a pas vraiment d'échec, parce que finalement on apprend de plus en plus, mais de ne pas avoir peur de regretter. De quitter la profession ou se lancer dans un projet, parce qu'il y a toujours, on peut toujours finalement y revenir. On peut toujours faire marche arrière, parce que... Mais complètement. Je ne peux pas être plus d'accord. D'autres choses, peut-être? Non, je crois que c'est tout. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie, merci Yasmine. D'être venue, merci de nous avoir partagé ton parcours et ta vision. C'était merci beaucoup à très toi. Inspirant. Et on sent, en tout cas, je leur dis, on sent de l'enthousiasme, on sent de la motivation, on sent que t'es, moi en tout cas, je sens que t'es très positive comme personne, et ça fait vraiment plaisir. C'est gentil. Et j'espère que nos auditeurs, ont apprécié également cet échange. J'espère aussi. Merci bientôt. beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.